Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de jeunes utilisent les réseaux sociaux tous les jours ? Eh bien, ils sont plus de 90% des 12-24 ans à utiliser les réseaux sociaux tous les jours, Snapchat et TikTok en tête des utilisations, avec près de 4 heures par jour d'exposition moyenne aux écrans. Pour autant, on considère qu'il y a 1,5 million de jeunes qui sont exclus du numérique. Ça veut dire que le digital native n'existe pas. On a certes des jeunes qui sont très exposés aux écrans et au numérique, mais qui n'ont pas forcément les compétences de base pour un bon usage du numérique. À côté de ça, on considère qu'il y a 10% de décrocheurs scolaires, une situation qui s'est empirée avec le confinement. Or, le numérique peut participer à la réduction des inégalités scolaires. Il y a une étude du ministère de l'Éducation nationale, sortie très récemment, qui indique que le numérique peut réduire les inégalités, peut améliorer les résultats des élèves, notamment les plus défavorisés, jusqu'à 25%. Donc, à la lumière de tous ces constats, la Banque des territoires se positionne comme un acteur majeur sur 3 enjeux du numérique pour l'éducation. Le premier enjeu, c'est l'inclusion numérique. C'est qu'il faut accompagner les jeunes et leurs familles aux usages du numérique sur les territoires, à l'école et en dehors de l'école. Le deuxième enjeu, c'est l'attractivité. Quand on est une école à des centaines de kilomètres de Paris et qu'on peut faire visiter les collections du Louvre à tous ses élèves, ça rend l'école attractive et donc du coup, ça rend le territoire attractif. Le troisième enjeu, c'est que le numérique n'est pas là pour remplacer l'enseignant à l'école, il est là pour l'accompagner, pour améliorer les pratiques des enseignants et pour améliorer les apprentissages des élèves. Donc concrètement, qu'est-ce que fait la Banque des territoires sur ces 3 enjeux ? Sur l'inclusion, nous déployons 4000 conseillers numériques aux côtés de l'État. Sur l'attractivité, nous accompagnons l'État pour les programmes investissements à venir, notamment les campus connectés, qui permettent à des étudiants de suivre leurs études à distance dans leur lieu de résidence. Et enfin, nous investissons également dans des sociétés dont nous allons vous parler juste après, notamment Index Éducation, qui déploie Pronote, et Mobidis, qui a développé un format de lecture spécifique pour les élèves dyslexiques. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Juliette pour cette présentation comme toujours précise et efficace. L'école de demain, c'est aussi le numérique, c'est la jeunesse, mais c'est aussi le numérique, c'est aussi du lien. On est dans cette thématique-là aujourd'hui et tout un chacun va essayer de parler de ce sujet-là. On va parler aujourd'hui aussi d'un sujet qui est avec un mot un peu barbare, la EdTech, et on va essayer de comprendre un peu plus ce que ça apporte. L'école de demain, ce n'est sûrement pas que du numérique, mais ça permet aussi de développer une autre vision du numérique, un numérique inclusif et attractif comme on vient de se le dire. Un numérique qui donne le pouvoir d'agir, et finalement c'est un peu le sens de l'éducation aussi, et c'est la vision qu'aujourd'hui on porte à la Banque des territoires. Alors on a un plateau aujourd'hui qui finalement est ou peut être ce que peut être le numérique éducatif. Le numérique, c'est des usages massifs. C'est Olivier Calderon qui est le fondateur et le directeur général d'Index Éducation, près de 2 milliards de connexions annuelles, et vous nous en direz un mot. Le numérique, c'est aussi un écosystème, une variété de solutions, et c'est Anne-Charlotte Monneret qui est la déléguée générale de EdTech France, qui est un partenaire de la Banque des territoires. Et puis enfin, le numérique, c'est la transformation, c'est l'impact, c'est aller vers aussi et accompagner les plus fragiles, et c'est Mobidis avec Marion Berthaud qui est fondatrice et directrice générale. Alors j'ai envie de poser première question, c'est quoi ce BINS avec la EdTech Kesako qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez chacun, peut-être en 3 mots, me dire qu'est-ce que c'est que la EdTech? Je commence peut-être. La EdTech, déjà revenons sur ce terme un peu barbare, c'est la contraction de 2 mots, le mot éducation et le mot tech, et le mot éducation pris au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire l'éducation tout au long de la vie, qui commence au primaire et qui se termine dans la vie professionnelle. Donc pour moi, la EdTech, c'est une filière, c'est pratiquement 450 entreprises qui mettent le digital au service de l'apprentissage sur 3 segments de marché, le scolaire, l'enseignement supérieur et le monde de la formation professionnelle. Alors Marion, peut-être une définition également, et ce que vous faites?
Alors la EdTech, c'est le moyen de mettre la technologie au service de l'éducation et en particulier en ce qui nous concerne, au service du handicap, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités d'apprentissage. Il y a des élèves qui n'ont pas la même façon d'apprendre, qui sont porteurs de troubles cognitifs. Le plus célèbre, c'est la dyslexie. Qui est un trouble d'apprentissage de la lecture. Et c'est très pénalisant pour les apprentissages parce que tous les apprentissages passent par l'écrit. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on transforme les livres qui sont utilisés en classe dans des formats qui vont embarquer des aides spécialement dédiées à aider la lecture de ces enfants dyslexiques. Et je me souviens d'une remarque d'une des profs au collège de Châteaubourg, dans Ille-et-Vilaine, je crois, qui disait mais en fait, c'est l'avenir de ces enfants-là qu'on joue. C'est-à-dire c'est ça qui doit leur permettre d'accéder à l'éducation. On a des collectivités qui mettent des rampes d'accès dans tous les bâtiments maintenant. Il est grand temps de rendre accessibles les supports de l'éducation. S'il y a 3 best-sellers chez vous, c'est quoi aujourd'hui C'est très important parce qu'il faut que ce soit les mêmes titres qui sont utilisés partout. On a par exemple Né sous une bonne étoile, qui est qui a fait un carton. Pourquoi les enfants dyslexiques ne pourraient pas y accéder? On a le Arsène Lupin, qui est très très mis en avant aujourd'hui avec Omar Sy, qui fait des bonds dans les ventes en ce moment au niveau des livres. Eh ben, on a mis en accessibilité Arsène Lupin. Merci. Alors justement, en parlant de best-seller et d'usage massif, Olivier Calderon, est-ce qu'on a besoin encore de présenter Pronote? Vous êtes le patron d'Index Éducation. Est-ce qu'on a besoin de le présenter, surtout quand on a des enfants ou des adolescents particulièrement? Rappelez-nous la proposition de valeur et peut-être les principaux produits. Alors nous, on faisait partie de l'high-tech dès 1992, sans le savoir peut-être. Et on a démarré, moi personnellement j'ai démarré bien avant, en 1985, avec un logiciel qui a aidé les chefs d'établissement à faire leur emploi du temps. On leur a permis de partir en vacances un peu plus serein et certainement un peu plus tôt que ce qu'ils avaient prévu. Aujourd'hui, Pronote, pour reprendre l'introduction, c'est la 5e application mobile utilisée chez les 10-23 ans. C'est un succès. Nous réfléchissons depuis la création de la société à comment le numérique peut participer à l'éducation, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit également au niveau des personnels de direction qui ont des contraintes de plus en plus prégnantes au fil des réformes, au niveau des élèves, des familles, mais également des accompagnants. Il faut créer un système d'information, un écosystème dans l'établissement qui permette à chacun de s'y retrouver et surtout à chacun d'avoir un accès plus facile à l'éducation. Et c'est écouter les besoins avant d'y répondre. C'est surtout ça la tech. Merci beaucoup. Alors justement, on vient de passer finalement une année 2020 compliquée. Pour un grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Mais paradoxalement, pour la EdTech, ça a été une année test, une année charnière. Est-ce que vous pouvez nous dire, chacun, peut-être ce que ça a changé? Peut-être on va redonner la parole à Olivier, parce que j'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses, notamment dans la foulée finalement d'un certain nombre de choses qui avaient déjà été lancées précédemment, la réforme du bac, des choses comme ça, où vous aviez déjà joué un rôle clé. Mais qu'est-ce que ça a accéléré finalement concrètement chez vous, chez Index Éducation et auprès des collectivités territoriales Alors, aussi. Chez nous, ça a mis notre plateforme d'hébergement en rude épreuve, puisqu'on a atteint des records de connexion. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est la vitesse à laquelle les enseignants se sont mis à utiliser le numérique du jour au lendemain. Je pense que ça représente du monde, hein. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes dans leur job de tous les jours qui changent complètement de méthodologie de travail. Ça, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur ce fait et ces usages sont restés. Aujourd'hui, on n'est plus dans le confinement, on va peut-être y retourner demain, on ne le sait pas, mais ces usages sont restés. Et le nombre de connexions a explosé, bien évidemment, et surtout, le volume des données échangées entre enseignants et élèves a été multiplié par 10. Donc, je pense que le confinement, ça a été un gros boost. C'est peut-être une de ses rares vertus. Ça a été un gros boost pour les usages.
D'accord, merci. Marion? Ah oui, c'est vraiment ce qu'on a constaté aussi. Ce boost des usages, il a entre autres permis à des enfants qui pouvaient être complexés par le fait d'avoir besoin d'un ordinateur alors que tous les autres, ils n'en avaient pas, ou d'avoir besoin d'une aide à côté d'eux, une AVS comme on dit. Tout d'un coup, le numérique est devenu une évidence. Bah oui, bien sûr que je peux écouter mon livre. Si j'étudie mon livre, je l'écoute, je le lis avec les oreilles. Ben oui, c'était plus une question. Et cette décomplexion, bref, ce côté, ça a libéré des enfants qui avaient besoin du numérique pour pouvoir suivre leurs cours. Donc vraiment, ça c'est un point fort, comme quoi à quelque chose malheur est bon, et ça a permis ça entre autres. Nous, c'est 70 000 livres qui ont été lus pendant les 2 mois du confinement. Ouais. C'est colossal. Celui qui a eu la palme, c'est Virus LIV3. Bon, logique. Donc ça a été un boost. Alors après, nous, ça a aussi été un boost en termes de visibilité parce qu'on a été contacté par d'autres que l'éducation nationale. On a été contacté en particulier par des bibliothèques départementales. Ouais. Je cite la Seine-Maritime, par exemple, ou le Calvados, qui nous ont contactés en disant « mais on voudrait aussi une offre, alors pour les bibliothèques, sans les fonctionnalités pour les écoles, une bibliothèque en ligne avec des livres Frog. Frog, c'est le format qu'on a inventé, hein, avec l'audio, avec la synchronisation. Et on voudrait la même chose. Et donc, on a travaillé tout l'été avec eux pour sortir Bibliodyssée, donc l'offre dans les bibliothèques, en local à l'automne dernier et là, au printemps, en ligne. Donc, ça a été aussi pour nous un moyen de diversifier les façons d'apporter le livre à celui qu'on avait besoin. D'accord, merci. Peut-être un mot, parce que vous venez d'évoquer les perspectives finalement vers notamment les collectivités territoriales, vers les bibliothèques. C'est quelque chose de concret pour notamment les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Vous, Olivier, juste pour revenir à nouveau, vous venez de lancer un nouveau produit avec DocaPost, Pronote primaire. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, l'intérêt pour une collectivité territoriale? Parce que là, ça s'adresse véritablement aux maires des communes ou des intercos. Concrètement, qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt? À l'image de Pronote primaire, c'est un système d'information pour l'école primaire, à la mesure de l'école primaire. Ça fait 2 ans qu'on est en expérimentation pour justement écouter les besoins attentivement. Et c'est également une plateforme de consolidation de données vers l'IEN et vers la mairie. Donc c'est une plateforme de communication, bien entendu, avec les familles, avec le carnet de liaison, toutes les fonctions qui tournent autour de la relation de l'enseignant avec les familles. Et ce que ça peut apporter le dynamisme du numérique dans le premier degré. Je pense que notre objectif, bien sûr, c'est de réaliser le même développement que nous avons su réaliser dans le second degré. Et je pense qu'effectivement, pour les collectivités, c'est un élément fort d'animation numérique pour les écoles primaires et élémentaires. D'accord, donc c'est créer aussi du lien à l'échelle d'une commune et de manière professionnelle. Peut-être, Anne-Charlotte, de manière un peu plus globale sur la EdTech et notamment la EdTech scolaire, qu'est-ce que ça a changé ce confinement? Est-ce que vous avez vu des tendances particulières se dégager? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque? Il y a eu des débats quand même sur finalement la EdTech risque de remplacer des enseignants ou autres. Qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, la filière EdTech a vraiment subi une ébullition, si on peut le dire comme ça, en 2020, parce que face à la fermeture des établissements, il y a eu pratiquement 13 millions d'élèves qui se sont retrouvés chez eux, éloignés de leur salle de classe, éloignés de leurs enseignants. Et donc les outils numériques, les outils EdTech, comme Pronote et Mobidis, se sont imposés comme une véritable nécessité pour permettre la continuité pédagogique, mais aussi le lien social. Donc il y a eu une adoption extrêmement rapide des outils numériques par les familles, par les enseignants et par les collectivités. Mais ça a fait émerger plusieurs constats. Le fait que même si des enseignants se sont vraiment saisis de cette opportunité pour se renouveler pédagogiquement parlant, ça a été aussi compliqué pour un certain nombre d'enseignants qui n'avaient pas forcément les compétences numériques pour pouvoir utiliser ces outils. Donc un fort besoin de formation, premier constat. Deuxième constat, une difficulté à lire l'offre EdTech existante, donc un vrai besoin de recensement, de savoir ce qui existe, quel outil pour quel usage. Donc ça, c'est le rôle d'EdTech France, de la filière, de cartographier les acteurs pour que justement un enseignant, qu'importe
apporte ses compétences techniques, un établissement, qu'importe sa localisation, puisse s'équiper. Donc deuxième constat. Autre constat, la nécessité d'avoir des outils souverains français. Dans ce contexte de crise, on s'est rendu compte que justement le volume de données avait explosé et que c'était extrêmement important que ces données personnelles de mineurs puissent être utilisées par des outils français. Donc le constat positif sur la filière, c'est que 91% de nos entreprises EdTech sur le scolaire ont un modèle d'affaires vertueux et n'utilisent pas ces données personnelles pour faire des affaires. Donc ça, c'est quand même à souligner. On se distingue de nos compagnons anglo-saxons et chinois sur cet aspect-là. Et enfin, constat culturel, tu l'évoquais Nicolas sur le fait qu'il y a toujours cette crainte que l'enseignant soit remplacé par l'ordinateur. Et bien ça, je pense que ça a évolué parce qu'on s'est rendu compte que sans continuité pédagogique, sans initiation par l'enseignant, l'outil numérique, il ne fonctionne pas. Donc, un bon outil numérique éducatif, c'est quoi? C'est quelque chose qui est un outil pour l'enseignant pour mieux enseigner et un outil pour l'élève pour mieux apprendre. Mais en aucun cas, la EdTech peut remplacer l'enseignant. Et on a vu le numérique n'est un facteur de réussite pour 25% des élèves, comme nous le disait Juliette, que s'il y a la motivation qui est présente. Et la motivation, elle ne vient pas du caractère ludique d'une app, d'une tablette, d'un interface. Elle vient de ce que l'enseignant est capable d'insuffler dans sa salle de classe. Donc à garder en tête. Et du coup, non, l'enseignant est là et il sera toujours là. Je réponds à la question de manière tranchée. Merci. Alors pour finir, peut-être, si vous aviez un conseil, chacun, un ou deux, allez, mais vraiment court, un conseil pour une collectivité territoriale pour s'engager dans la EdTech finalement, s'engager dans l'innovation pédagogique, s'engager dans toutes ces problématiques d'impact. J'ai envie que les personnes sur mon territoire, voilà, ça soit plus attractif, ça soit plus inclusif. C'est quoi le conseil concrètement, pratico-pratique que vous pourriez donner? Peut-être Marion. Volontiers, d'autant que je voudrais rebondir. Le conseil, c'est dans le 1 + 1 + 1, cher à la FINEF et à EdTech, c'est l'idée qu'il faut du matériel, mais il faut aussi savoir l'utiliser, c'est la formation, et il faut qu'il y ait de ressources dedans à utiliser. Et donc ce 1 + 1 + 1, c'est vraiment ça, moi, mon conseil. On le voit là, on démarre 200 élèves qui sont concernés par sonde d'IDO dans les primaires, dans l'Aisne, dans le département de l'Aisne, avec un objectif après derrière de le déployer sur l'ensemble des primaires. Bon, ben, on voit bien que là, c'est l'apport d'une ressource qui est couplée dans un projet 1 + 1 + 1. Matériel, formation et ressources. Pour moi, ça, c'est ça la clé. Ok, merci. Olivier? Pour moi, c'est d'abord écouter les besoins et surtout ne pas numériser par le haut. Le numérique, on l'utilise tous. Une des conditions de son usage, pour nous, c'est qu'il nous rende service. Donc, avant d'essayer de demander à l'enseignant de l'utiliser dans sa mission pédagogique, il faut que l'outil lui serve dans toute sa gestion quotidienne. Avant de l'installer dans sa relation à l'élève, il faut qu'il trouve lui-même dans sa relation à son métier, au travers du numérique, un intérêt à l'utiliser. Donc, moi, mon conseil, c'est un peu je dirais le secret de notre succès, c'est que nous avons d'abord écouté les utilisateurs. Ils ont d'abord été chefs d'établissement, puis après nous avons écouté les CPE, puis après nous avons écouté les enseignants, puis les élèves. Enfin, et bien évidemment, les familles, même si c'est les derniers à nous avoir remonté des demandes, il faut écouter les utilisateurs. On ne peut pas numériser par le haut, ça n'existe pas. Voilà. Ok. Anne-Charlotte? Ouais, je rebondis sur ce que vous disiez, Olivier. L'utilité, c'est le conseil numéro 1, cibler un problème particulier et être sûr que la réponse EdTech soit utile et appropriée, faire en sorte que l'outil soit accepté par le corps enseignant, par les familles et par les élèves, que tout le monde soit formé à l'utiliser et surtout embarquer toutes les parties prenantes. Quand on cherche à numériser un établissement, ce ne sont pas que les élèves ou que les enseignants, mais c'est vraiment l'écosystème autour pour être sûr que cette ressource justement soit pérenne dans le temps. Ok.
Alors merci beaucoup à tous. En quelques mots quand même pour conclure. Donc évidemment, nous sommes la Banque des Territoires au capital de Index Éducation, mais également de Mobilis, et nous sommes très fiers de cela. Et nous comptons accélérer, et c'est un message global, sur le sujet de l'investissement dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ainsi que les directions régionales. Et la deuxième chose, c'est nous sommes également, et je suis très heureux de le dire aujourd'hui, les fiers partenaires de EdTech France, c'est officiel aujourd'hui, pour pouvoir justement apporter de la lumière et être capable de clarifier cette offre EdTech parfois diffuse, complexe. Et Anne-Charlotte et les membres de EdTech France vont nous y aider, j'en suis sûr. Merci beaucoup, merci encore, à très très vite. Merci. Merci. Merci à tous.